conscients, ce que nous avons fait n'est rien. Et ce qui reste à faire, c'est le plus important. Mais nous devons nous dire que nous sommes conscients de tous les problèmes que rencontre notre jeunesse. Ce que nous sommes en train de réaliser, les besoins des jeunes, etc., ce n'est rien par rapport aux immenses besoins des jeunes. Mais nous en sommes conscients. Aujourd'hui, avant, la Guinée était comme un géant enchaîné. Nous sommes en train d'arracher ces chaînes et progressivement, la Guinée est un géant qui va se réveiller. Pourquoi? Nous avons trouvé une maison en ruine. Pour construire une véritable maison solide, il faut un bon soubassement. Le bon soubassement, ça veut dire quoi? La politique macroéconomique. C'est-à-dire poser les bases véritables d'une politique macroéconomique qui va nous permettre de passer à la deuxième phase, c'est-à-dire une politique pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans l'ensemble, mais des femmes et des jeunes. C'est ce travail qui commence maintenant. Je peux dire aux jeunes que ce que nous avons fait aujourd'hui n'est rien, mais ce que nous allons faire, que nous allons le faire. C'est ça qui est le plus important. Nous connaissons nos faiblesses. C'est quand on identifie bien la maladie qu'on peut la guérir. Nous n'avons aucun complexe. C'est nous-mêmes qui disons quelles sont nos faiblesses et aussi comment nous allons les guérir. Je peux donc vous assurer que nous avons identifié tous ces problèmes. Il ne s'agit pas de former, comme a dit un de mes autres, des chômeurs. C'est-à-dire qu'il faut renforcer l'enseignement professionnel parce que très souvent l'université forme des chômeurs. Donc, il faut renforcer l'enseignement professionnel. Mais cet enseignement professionnel doit être lié aux besoins de l'économie. J'ai déjà dit, et je me rectifie un peu le discours du ministre du Plan. Avant de demander aux autres de nous aider, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Il faut que la Guinée, comme l'Afrique, apprenne d'abord à compter sur ses propres forces. Nous voulons collaborer avec les organisations internationales, mais leur apport ne peut être qu'un appoint. Nous avons les possibilités de nous développer. Comment? En récupérant d'abord nos richesses qui ont été spoliées, c'est-à-dire en récupérant nos mines, en exigeant un commerce équitable. Nous perdons plus que nous ne recevons d'aide. Donc la Guinée s'est engagée dans une véritable politique de récupération de ses richesses. Bien sûr, ça n'a pas été facile, mais grâce à la coopération des pays amis comme les États-Unis, la Suisse, l'Angleterre, la France, nous avons enfin pu récupérer Simandou 1 et 2. Ça veut dire quoi? Que cette mine qui est recherchée par tous les grands milieux du monde va servir désormais à la Guinée. Nous allons faire un appel d'offres internationales libres et l'argent que ça va rapporter va permettre d'investir dans les structures, les routes, l'énergie, l'eau, etc. Mais le développement de la Guinée, ce n'est pas seulement les mines. Les mines vont nous servir à faire des grands. C'est pourquoi notre priorité, c'est d'abord l'agriculture. Si nous avons donné des tracteurs aux autres jeunes pour qu'ils puissent cultiver, ça ne suffit pas. Il faut que le jeune qui est dans le village ait les mêmes avantages que le jeune qui est en ville. C'est-à-dire, si nous voulons lutter contre l'exode du village, il ne suffit pas seulement de leur donner du travail, il faut les permettre d'avoir accès à l'Internet, d'avoir accès à la télévision, d'avoir accès au village, dans tous les avantages que les jeunes ont dans les villes. Donc, je peux dire à nos sœurs que nous sommes très conscients. Nous sommes très en retard, mais ce retard aussi va devenir une bénédiction pour nous. Pourquoi? D'abord, ça va nous permettre de tirer les leçons des erreurs des autres pays. Et deuxièmement, ça va nous permettre d'aller vers des technologies les plus avancées. Donc une accélération de l'histoire qui va nous permettre de faire en un an ce que les autres ont fait en 10 ans. Donc, si notre retard est une malédiction, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de travail, mais c'est une bénédiction, parce que nos efforts, si nous faisons là où les autres faisaient 10, nous le ferons 100, pas parce que nous sommes Guinéens, mais parce que nous le faisons au moment où il y a l'accélération de l'histoire, où il y a de nouvelles technologies. Donc, il ne s'agit pas seulement de permettre aux jeunes de jouer aux dames, etc., mais il s'agit de leur permettre d'avoir accès aux nouvelles technologies, d'être capable d'aller sur Internet, d'être capable, à travers les Blue Zones et autres, à pouvoir avoir accès au travail par les discussions, etc. Et ce que nous allons faire, nous allons construire avec Bourré 6 autres Blue Zones.
C'est-à-dire Dissine aura son blue zone, Simbaya aura son blue zone, Koza aura son blue zone, Sonfonia aura son blue zone, Kalbele aura son blue zone. Mais le blue zone, ça permet à la jeunesse d'avoir accès à l'Internet dans un monde de cours. Si vous allez dans un cybercafé, vous payez 5 000 francs l'heure. Mais les blue zones, l'abonnement pour 3 mois, c'est 10 000 francs. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, tous nos jeunes auront la possibilité d'aller sur Internet. Donc, nous sommes très conscients que 3 jeunes sur 5 n'ont pas de travail. C'est pourquoi nous sommes en train de revoir notre système de l'enseignement professionnel. Nous avons fait l'audit grâce à l'aide des amis. Si je vous montre l'audit, vous serez catastrophé. Mais ça veut dire que nous connaissons aujourd'hui quelles sont les véritables insuffisances de notre enseignement professionnel. Et nous connaissons aussi quelles sont les solutions. Il faut que les jeunes Guinéens aussi sachent que la Guinée ne peut pas avancer en tendant la main aux autres. C'est bien qu'on nous accompagne. Mais ils doivent savoir aussi que si on fait une réalisation, ils doivent aussi prendre soin. Si nous leur lavons le dos, ils doivent aussi se laver le ventre. Ça veut dire que les besoins des jeunes doivent être des bijoux et qu'ils doivent veiller précieusement. C'est eux qui doivent faire en sorte que nous soyons encouragés à faire de plus en plus de maisons de jeunes parce qu'ils ont montré qu'ils prennent soin. Mais c'est évident que désormais nous sommes partis pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais nous n'aurons pas pu faire ça si nous n'avons pas posé les fondations. Mais les fondations, ça ne se voit pas, c'est sous terre. Mais après avoir posé les fondations, les murs commencent à monter, ça, tout le monde le voit. Alors je dis à la jeunesse guinéenne, le changement que nous avons décidé, il se fera. Personne ne peut empêcher ce changement. Maintenant que nous sommes en train de nous débarrasser de nos chaînes, nous commençons à voir la gestion, passée comme présente. Je ne protège personne. Tous ceux qui ont mal géré hier comme aujourd'hui devront me rendre compte devant le peuple. Parce que pour que mon ministre actuel ne vole pas, il faut qu'il sache ce qui peut arriver à ceux qui ont volé avant lui. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de vérifier la gestion. Moi, je n'ai pas fait les audits. Les audits ont été faits en 2010. L'inspection d'État a le rôle de continuer. C'est un travail administratif. Il s'agit de convoquer les gens, de leur dire, voilà ce que vous reprochez, vous expliquez, c'est un débat contradictoire. C'est après cela qu'il y aura un rapport final. Nous ne sommes pas encore au niveau pénal pour dire on veut mettre les gens en prison, c'est cela. Non. On est à la phase administrative où chacun doit s'expliquer sur sa gestion. Comme demain, on demandera au représentant des Nations Unies, avant de l'affecter quelque part, de voir sa gestion à Conakry. Si sa gestion est mauvaise, on va le sanctionner. Mais si sa gestion est bonne, il va être promu. Voilà concrètement. Donc, il faut que vous sachiez que nous ne reculerons pas. Les maisons, l'État peut aliéner un bien, mais il y a des conditions. Avant d'aliéner un bien, c'est prévu dans la loi de finances. Et on sait que ce bâtiment qu'on va vendre, c'est la somme, les recettes vont être affectées à telle dépense. Ça, c'est le premier point. Ensuite, après cela, le gouvernement fait un appel d'offres publiques. Et celui qui donne le mieux disant, prend la maison. Mais en tant que président, je n'ai pas le pouvoir d'aliéner un bien de l'État. Je n'ai pas ce pouvoir. Donc les gens n'ont qu'à avoir 10, 20 titres fonciers. Si ces titres fonciers sont contraires à la loi, ces titres fonciers sont zéro et nous allons récupérer ces bâtiments. Donc il faut que les choses soient claires. Sous la Première République, il n'y a eu aucun bâtiment cédé. Sous la Deuxième République, vous savez, j'ai beaucoup pitié du président Conté réellement. Parce que malheureusement, quand le président est venu, il a dit, nous les militaires qui sont venus au pouvoir, nous sommes venus pauvres. Si vous voyez quelqu'un avec une belle voiture, une maison, c'est qu'il a volé. Un chef qui dit ça, est-ce qu'il est venu pour voler? Est-ce qu'il est venu pour piller le pays? Non. La deuxième chose, je disais au ministre, moi je ne connais pas la politique, je ne connais pas l'économie. Si vous pensez que c'est bien pour le pays, il faut signer. Donc, on peut dire que le président Conté a été victime. Parce que quand il s'est rendu compte dans quel trou on a plongé le pays, ça a aggravé sa maladie. Si moi, un ministre me trompe, c'est que je l'ai voulu. S'il me fait signer un papier, c'est que je l'ai voulu. Parce que le ministre sait que s'il me donne un papier avant qu'il le signe, je vais lire et le convoquer. Ces gens qui ont géré le pays, ça a été un crime économique contre la Guinée. Un véritable crime économique contre la Guinée. Tout ce que la Première République a laissé comme usine ont disparu.
On a fait des contrats pour faire des routes à 4 couches. Les gens sont là qui ont fait les contrats. C'est le vieux qui a fait les contrats. On l'a enlevé. Et ceux qui sont venus ont fait des routes à 2 couches. Mais dans un pays, il pleut beaucoup. Vous faites une route à 2 couches. Au bout de 2 ans, c'est fini. Moi, je ne fais pas de politique électoraliste. Je ne vais pas faire 100 km à 2 couches pour faire plaisir. Je fais des routes en béton bitumé. Je préfère 10 km de route en béton bitumé qu'à 100 km. Je ne suis pas fixé sur 2015. Je vois la Guinée dans 40 ans. C'est-à-dire que je fais des routes qui seront pour les Guinéens dans 40 ans. Voilà. Je ne suis pas préoccupé par l'élection. Je suis préoccupé par qu'est-ce que va être la Guinée dans 40 ans. C'est ça qui est l'importance. Mais pour cela, il faut qu'on ait une gestion au service du peuple. J'ai déjà dit aux Européens, je l'ai répété au MEDEF, que l'Asie avait un même avantage que nous, c'est-à-dire une main-d'œuvre pas chère. Mais ils avaient un avantage sur nous, ils avaient le savoir-faire. Aujourd'hui, nous commençons à avoir le savoir-faire. Et l'Asie ne peut plus se développer à partir du commerce extérieur. Pour se développer aujourd'hui, ils sont obligés de se développer aussi à partir des revenus intérieurs. Donc d'augmenter les salaires de leurs ouvriers. C'est-à-dire qu'ils seront de moins en moins d'usines du monde parce que leur main-d'œuvre sera de plus en plus chère. Nous avons une main-d'œuvre qui n'est pas chère et nous avons commencé à maîtriser. Donc j'ai dit aux Occidentaux de localiser en Afrique les usines qui emploient le plus de main-d'œuvre. Cela a 3 avantages. On va vous fournir moins cher parce qu'on n'est pas dans l'Europe. Deuxièmement, l'Afrique va se développer, vous allez avoir des marchés et le pays va se développer. Et nous n'aurons plus nos enfants qui vont mourir dans les mers. Ensuite, nous devons nous battre pour récupérer nos biens, récupérer nos mines, récupérer nos puits de pétrole qui ont été bradés. Quand vous avez un puits de pétrole où vous ne gagnez que 10% et l'entreprise gagne 90%, pourquoi? Ça appartient au pays. C'est ça qu'il faut changer. Nous avons engagé une politique malgré tous les risques. Beaucoup de gens ont pensé qu'on n'allait pas réussir à récupérer seulement du 1 et 2. Beaucoup de gens ont pensé qu'on n'allait pas pouvoir signer le cadre d'investissement. Mais nous avons signé le cadre d'investissement. Nous avons signé et ratifié avec le Pluto. Nous avons signé l'accord avec Mubadala pour l'exploitation de Sangaradi. Ça va faire 5 milliards de dollars d'investissement. Nous avons signé avec CPI à Bofa. Ça va faire 5 milliards de dollars d'investissement. Nous venons de signer et ratifier avec AMC. Nous venons de faire le dépouillement de l'appel d'offres sur Bofa. Puisque c'est une convention qu'on doit donner, il faut un appel d'offres, ce n'est pas un permis d'appel. Ça veut dire que désormais, progressivement, la Guinée va disposer de moyens véritables pour sa politique. Nous sommes en train aussi d'accompagner l'agriculture. Parce que demain, l'agriculture sera plus que le pétrole, parce que vous le savez mieux que moi, que la population augmente, la nourriture baisse. Donc si nous devenons exportateurs de riz, de maïs, de blé, ça sera mieux que si nous sommes exportateurs de pétrole. Donc ma chère sœur, nous comprenons très bien les enjeux. Mais aussi, nous devons faire attention. Le Sud Benjamin a fait un éditorial que pour une fois j'approuve. Il a pris l'exemple de la Chine et l'exemple de l'Inde. La Chine et l'Inde étaient au même niveau, $300 par tête d'habitant. La Chine a décidé de faire la limitation de naissance, un enfant par pays, l'Inde a laissé. Aujourd'hui, le PIB par tête d'habitant de la Chine est de $7 000. Celui de l'Inde n'a pas augmenté de beaucoup. Nous devons être conscients. Est-ce que nous devons avoir une politique qui fasse en sorte que tout le montant de la population ne prive pas l'amélioration des conditions de vie? Parce que si le taux de croissance est bloqué par le taux de naissance, on ne pourra jamais améliorer les conditions de vie. Et je pense aussi que les Nations Unies aussi doivent réfléchir à cette question. Parce qu'il est mieux qu'un père de famille comprenne qu'il vaut mieux avoir 2 enfants dont on peut assurer correctement l'éducation que d'avoir 5 dont on ne peut pas assurer. Donc, c'est pour vous dire que nous comprenons, mais c'est une lutte de l'homme à l'Inde. Il s'agit de lutter contre les habitudes qui sont ancrées. On vous dit non, c'est ce que notre grand-père faisait, ce que notre père faisait, on fait la même chose. Mais il faut demander à celui-là, si son grand-père, est-ce qu'il pouvait téléphoner avec le portable? Est-ce qu'il pouvait aller sur Internet? Donc c'est pas parce que son grand-père faisait cela que lui doit faire cela. Lui, il doit tenir compte que l'évolution sur le plan matériel des objets, c'est la même évolution au niveau des hommes. Ça, c'est un travail patient que nous engageons. Ce que nous avons fait est rien jeune par rapport à ce que nous allons faire. Ayez confiance. On fera de plus en plus. Ayez l'espoir.
parce que nous ne sommes plus enchaînés. Nous sommes maintenant, nos mains sont libres. Nous pouvons donc, c'est comme un aigle. Lorsque l'aigle a ses ailes attachées, il ne peut pas voler. Lorsque ses ailes sont détachées, il peut aller le plus haut possible. Enfin, je terminerai. Quelqu'un qui a dit, il arrive une poule, il arrive qu'un aigle vole plus bas qu'une poule. Mais jamais une poule ne volera aussi haut que l'aigle. La Guinée est un aigle qui volait plus bas que les poules. Mais désormais, elle va voler parce que ses mers, son fleuve sont détendues. Merci.